Pour parler de nature, il ne faut pas se nier comme humain, il faut envisager d'être humain autrement, d'être humain d'une façon qui n'implique pas de rejeter la nature pour se découvrir humain. Il me semble que dans cette déclaration, que j'extrais d'une de ses interventions récentes, Madame Larère, Catherine Larère, professeure émérite de l'Université Paris 1, formule pour l'humanisme actuel un diagnostic qui est en même temps, oserais-je dire, la condition de sa thérapeutique. La philosophie de l'environnement, dont notre intervenante est devenue spécialiste, en particulier depuis sa rencontre avec le philosophe environnementaliste John Bird Callicott, c'était je crois en mai 1992, cette philosophie de l'environnement a souvent rencontré une opposition assez voisine et frontale que la philosophie antispéciste. On pose souvent la question, n'est-ce pas au mépris de l'homme que l'on valorise la nature ou l'animalité au point de leur consacrer notre temps et notre énergie? N'est-ce pas en pure perte? Bien entendu, seule une conception prométhéenne de l'humanisme, qui oppose brutalement l'homme et la nature, invite à élever une objection aussi superficielle. En effet, pourquoi notre humanité aurait-elle à s'actualiser à partir d'un arrachement conçu comme une opposition et un refus de la nature et de l'animalité? Voilà qui n'a, au vrai, rien d'évident, disent des voix qui s'élèvent de toutes parts et qui, comme celle de Catherine Larère, s'élèvent du côté de la philosophie de l'environnement, tout autant que de celui de l'anthropologie, s'il est vrai que Lévi-Strauss et Rousseau font partie d'une parentèle qu'assument communément Madame Larère et Philippe Descola. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que l'une et l'autre encadrent, la première par une préface, le second par une postface, la traduction d'un recueil de textes de John Bird Callicott, traduit aux éditions Wild Project en 2010 et intitulé « Éthique de la Terre ». Dans ses derniers travaux, Madame Larère a insisté à de nombreuses reprises sur le fait que la conception prométhéenne de l'activité humaine, élevée contre une nature marâtre, glorifiant notre vocation technicienne, s'était indûment arrogé le monopole du label humanisme. C'est la raison pour laquelle un autre humanisme, un humanisme de la vulnérabilité peut-être, est en réalité pensable dans la mesure où ce n'est pas une offense au genre humain que d'interroger la valeur de la nature ou de l'animalité, mais peut-être au contraire en vertu d'un surcroît d'humanité. C'est parce que l'humanité en nous se sollicite sans cesse vers un avenir qui l'arrache à ses formes sclérosées, que nous avons besoin d'une conception élargie de l'humanisme, où notre engagement à l'endroit de la nature serait envisagé comme l'accomplissement le plus authentique de l'humanité, entendu en son sens moral. Peter Singer ne disait pas autre chose, le promoteur de l'animalisme des années 70. Pas autre chose à propos des animaux, en ce qui le concerne, puisque le reconnaître des droits ou du moins une valeur intrinsèque, c'est se découvrir, selon lui, à travers cette reconnaissance, plus humain. Je mentionne ici le pionnier de l'éthique dite animale, Peter Singer, parce qu'il revient à Catherine Larère d'avoir insisté contre des querelles de chapelle qui ont parfois confiné à une hostilité de principe, sur la nécessité d'harmoniser l'éthique de la terre et l'éthique animale au moyen d'une éthique relationnelle, lorsque celle-ci met la vulnérabilité au centre de ses principes. Madame Larère se revendique toutefois, et c'est une différence notable, bien sûr, avec Peter Singer, de l'héritage du sentimentalisme moral plutôt que de l'utilitarisme, et de l'éthique du care, c'est-à-dire du soin et du souci porté à l'altérité, entendu en son sens le plus vaste. Voilà pourquoi, poursuivant la réflexion qui, dans un premier temps, l'avait invité à définir le site d'un humanisme non prométhéen, Madame Larère entend aller aujourd'hui plus loin encore dans la détermination de cet humanisme, de façon à en proposer autre chose qu'une détermination purement négative qui le situerait dans l'opposition à sa version triomphaliste. C'est en ce sens que nous sommes fondés à nous demander avec elle si l'ancienne opposition entre un humanisme anthropocentré et un écocentrisme anti-humaniste n'est pas rendue obsolète dès le moment où l'idée d'un humanisme environnemental paraît conceptuellement tenable. C'est donc de cet humanisme pensé à nouveau frais que Madame Larère va nous entretenir, soit d'un humanisme qui ne fait pas l'économie de la nature, à laquelle ses moutures ancestrales tendaient à l'opposer frontalement. En somme, seule une appréhension globale des rapports entre l'homme et la nature peut nous permettre de comprendre la richesse de leurs rapports. Pour penser à nouveau frais l'humanisme, il faut lui donner une robustesse conceptuelle d'autant plus digne de considération qu'elle autorise à penser l'action de l'homme dans la nature
autrement que comme une domination ou une maîtrise. Voilà pourquoi il importe, selon le titre du dernier livre de Catherine et Raphaël Larère, de penser et d'agir avec la nature plutôt que sur elle, évidemment. Ce sont là, je crois, quelques points de repère rapidement soumis à votre considération et dont il appartient désormais à Madame Larère de corriger les nébulosités et les approximations que mon inexpérience en la matière ne suffira pas, je le crains, à excuser tout à fait. Je ne saurais donc trop la remercier en mon nom et en celui du comité d'organisation des rencontres philosophiques du Riage de nous honorer aujourd'hui de sa présence et me presse de lui donner sans plus attendre la parole. Merci beaucoup Arnaud. Et bonjour à tous que j'ai déjà vus, mais bonjour officiellement. Et je voudrais remercier effectivement le comité d'organisation des Journées du Riage de m'avoir invité à donner cette conférence sur ces formulés humanité et environnement. Et je pense que si j'avais été invitée quand j'ai commencé effectivement à m'intéresser à ces questions, donc dans les années 90, mais je pense que je n'aurais pas fait la même conférence. Plus exactement, je pense que je n'aurais pas été invitée. Parce que en 1992, donc au moment du sommet de la Terre de Rio, et au moment effectivement où je rencontre dans un colloque à Porto Alegre un certain nombre de figures éminentes de l'éthique environnementale, dont Bert Kalikot, on est dans l'opposition frontale entre, d'un côté, un naturalisme qui attaque comme anthropocentrisme le fait pour les hommes de ne considérer la Terre, la nature et les entités qui les composent que comme un ensemble de ressources à la disposition des humains, et de l'autre côté s'élève une défense de l'humanisme qui, dans l'anthropocentrisme et dans la critique de l'anthropocentrisme, et avec un certain nombre de qualificatifs, écologie radicale, deep ecology, écologie profonde, attaque un anti-humanisme, une destruction potentielle de l'humanité. Donc on était front contre front, deux camps qui s'attaquent. Or, en 2018, aujourd'hui donc, les choses ont considérablement changé pour différentes raisons, mais je me référerai principalement à une, qui est que l'éthique environnementale, telle que je l'avais rencontrée en 92 à Porto Alegre, a changé. Et je citerai pour ça, j'ai cité Kalikot, qui était considéré comme c'est une des cibles de Luc Ferry dans son livre. Dans sa publication importante, la plus récente, qu'il publie en 2013 et qui n'est pas traduit, qui s'appelle Thinking Like a Planet, penser comme une planète, dit expressément, je traduis mot à mot, nous avons besoin d'une éthique de la Terre anthropocentrique. Donc, là où il y avait opposition anti-anthropocentrique et humaniste, voilà qu'un des champions qu'on considère comme un des champions d'une éthique anti-anthropocentrique déclare « Nous avons besoin d'une éthique de la Terre anthropocentrique ». Donc, ce sur quoi je voudrais réfléchir avec vous dans l'heure qui vient, c'est est-ce qu'il y a donc dans ce qu'on peut appeler l'environnementalisme, dans la façon de prendre la nature, l'environnement au sérieux, les éléments, alors est-ce qu'on va appeler ça un nouvel humanisme, en tout cas une façon, je dirais, amicale de penser l'humain. Et alors que en 1992, on pouvait essayer de chercher des conciliations entre deux domaines extérieurs, il y a toujours des diplomates entre les ennemis. Mais là, la façon dont je comprends ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est y a-t-il dans l'environnementalisme les éléments d'un humanisme
Et bon, je laisse encore en suspens, on en a assez parlé, hein, finalement du caractère récent, hein, de ce substantif d'humanisme. En tout cas, penser l'humain dans la nature, est-ce possible? Alors, pour avancer là-dedans, je vais revenir quand même sur deux termes, et je ne suis pas la seule à les avoir utilisés. On l'a entendu ce matin dans les interventions, dans les intervenants de ce matin, qui est d'un côté humanisme et de l'autre anthropocentrisme. Au moment de l'opposition frontale entre naturalisme et humanisme, les deux termes, par les deux camps, sont pris comme équivalents. Ceux qui dénoncent l'anthropocentrisme se diront volontiers anti-humanistes, et ceux qui accusent la critique de l'anthropocentrisme le font au nom de l'humanisme. Or, je crois que c'est apparu aussi dans la table ronde de ce matin. Peut-être que les deux termes ne sont pas équivalents, et peut-être qu'il peut y avoir un anthropocentrisme non humaniste et un humanisme non anthropocentrique. C'est du moins ce que j'essaierai de voir. Alors, je repartirai de la phrase qui peut sembler comme un retournement, hein, qui est celle de Calicott. Hein, nous avons besoin d'une éthique de la Terre anthropocentrique. Pas seulement anthropocentrée, hein, anthropocentrique. Et j'essaierai de voir ce qu'elle signifie, et j'appliquerai la signification qu'on peut lui donner à l'examen d'une proposition qui a occupé et qui occupe encore pas mal de discussions et de débats, qui est la proposition de nommer une nouvelle ère géologique du nom d'Anthropocène. L'Anthropocène est-il anthropocentrique, est-il humaniste? Et non. Bon. Et dans une troisième partie, je proposerai ce que j'appellerais la capacité à être humain sur Terre, hein, d'un titre que j'emprunte à Augustin Berg. Alors, premièrement, que veut dire Calicott quand il annonce, hein, donc dans un livre qui s'appelle Thinking Like a Planet, From Land Ethic to Earth Ethic, qu'il propose donc une éthique de la Terre anthropocentrique. Alors, le titre du livre est une allusion à Aldo Leopold, qui est la référence des éthiques environnementales qui sont développées surtout dans les pays anglophones à partir des années 1970, qui est le livre du forestier Aldo Leopold, donc, qui s'appelle Almanach d'un comté des sables, et dont c'est une série de récits, de vignettes, et dont l'essai phare, hein, Thinking Like a Mountain, penser comme une montagne. Et donc, intitulé son livre Penser comme une planète, c'est à la fois faire la continuité avec Aldo Leopold et en même temps marquer la différence. Et c'est justement dans cette différence que la possibilité d'une éthique de la Terre, alors on a traduit Landesick de Leopold par éthique de la Terre, ce qui gênerait beaucoup si on voulait traduire maintenant ce que Calicott appelle son Earth Ethic, parce qu'on va être obligé de... Bon. C'est pourquoi Raphaël et moi, nous avons toujours continué à parler de Landesick. Peu importe. En tout cas, l'histoire de la montagne, hein, qui est une histoire de loup, est une histoire locale, et passer à la planète, ou à la Terre, comme avec un grand T, comme planète, c'est passer du local au global. Et qu'est-ce qui se passe quand on passe du local au global? Disons que dans l'histoire de loup de la montagne, on peut mettre les hommes dehors, on ne va pas mettre les hommes dehors de la Terre. Quand on regarde l'ensemble de la planète, les humains sont sur la planète, et ils sont non seulement sur la planète, mais ils sont sur la planète comme victimes, eux aussi, des dégradations que les activités humaines ont attirées sur la Terre.
Si vous prenez le changement climatique, qui est l'exemple, enfin la référence archétypique de la dégradation de la planète et de la dégradation des cycles biogéochimiques de la planète, eh bien, le changement climatique atteint les humains, il les atteint que ce soit par la montée des eaux, que ce soit par la fréquence des événements extrêmes, aussi bien sécheresse que cyclones qu'inondations. Donc, ce qui explique le changement de Calicot, c'est qu'on passe du local au global et qu'on passe d'une situation où les hommes sont en train de tirer sur les loups à une situation où les humains sont victimes d'un ensemble de dégradations qui affectent la planète. Donc c'est ce double changement du local au global et où on découvre des humains vulnérables qui explique la transformation de Calicot. Alors, transformation qui finalement est relative, en ce sens que, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire une éthique de la Terre anthropocentrique? Calicot emploie le terme anthropocentrique ou anthropocentrisme comme il a été utilisé donc, dans les éthiques environnementales telles qu'elles se développent donc, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Le isme d'anthropocentrisme désigne digne de considération morale. Quand on parle d'éthique biocentrée ou biocentrique, zoocentrique, pathocentrique, c'est qu'on désigne l'étendue de la communauté morale. Donc, dire « nous voulons une éthique de la Terre anthropocentrique », ça veut dire « nous voulons une éthique de la Terre où les hommes fassent partie de la communauté morale ». Mais en même temps, donc, qu'il admet cet anthropocentrisme moral, Calicot le distingue immédiatement de ce qu'il appelle un anthropocentrisme métaphysique. Et cet anthropocentrisme métaphysique, on en a entendu parler finalement ce matin et hier, cet anthropocentrisme métaphysique, c'est l'anthropocentrisme de l'exception humaine, l'anthropocentrisme qui considère non que les humains font partie de la communauté morale, mais que la communauté morale n'est composée que d'humains, et plus généralement, pour passer du moral au métaphysique, que la Terre entière est faite pour l'homme, que toute la Terre est destinée à l'utilité humaine, à l'usage humain. Et Calicot donne comme exemple de cet anthropocentrisme métaphysique l'idée que non seulement nous sommes menacés, mais que notre salut est aussi, le salut de la Terre est indissociablement lié à notre salut. Donc, non seulement nous sommes en danger, mais c'est la Terre entière qui est en danger avec nous. Et à ça, Calicot répond en disant non, pas du tout. La Terre, elle s'en tirera. Il y aura toujours des bactéries. Il y aura un certain nombre d'êtres vivants. Non, c'est une arrogance métaphysique extrême que de croire que le sort de la planète est lié au sort humain. Donc, cette distinction, donc vous voyez que de ce point de vue-là, il n'y a pas un retournement complet de Calicot. Il faut admettre les humains dans la communauté morale, anthropocentrisme moral, mais attention à l'anthropocentrisme métaphysique qui nous fait nous confondre avec la Terre, sinon avec l'univers entier. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, Calicot, dans son livre, emploie pour désigner la Terre le terme de Gaïa, l'hypothèse Gaïa, étant donné que, généralement, les tenants de l'hypothèse Gaïa, sous quelque forme qu'ils soient d'ailleurs, enfin il y en a différents types, si je puis dire, posent justement que Gaïa peut menacer les hommes, mais elle n'est pas fondamentalement menacée. Elle a connu la même chose et peut-être même pire. Alors cette distinction entre anthropocentrisme moral et anthropocentrisme métaphysique, je voudrais l'appliquer, voir comment elle permet de se situer dans donc, ce qu'on appelle l'Anthropocène,
comme je l'avais annoncé. Alors je rappelle rapidement, hein, ou j'annonce pour ceux qui n'en ont si peu entendu parler, que ça ne signifie pas grand-chose, que l'Anthropocène est la proposition faite par deux scientifiques. Hein. D'une part, Paul Crutzen, prix Nobel de chimie, et d'autre part, Eugène Sturmer, qui est un géologue enfin un écologue plutôt. Alors, c'est fait en 2000, hein, dans deux articles. Il y a un article dans Nature, donc la revue scientifique, un comité de lecture, etc., prestigieuse et tout, là où les choses bien sont dites. Mais avant, c'est publié, et on va y revenir, c'est important, dans la newsletter de l'International Geosphere Biosphere Programme, donc dans le journal qui rassemble les théoriciens des sciences de la Terre. Alors, pourquoi on fait cette proposition? Donc, vous savez que le Quaternaire comprenait déjà deux époques, hein, le Pléistocène, suivi de l'Holocène, qui aurait démarré il y a environ 12 000 années, l'Holocène étant cette période interglaciaire, finalement, cette période de réchauffement climatique qui a permis le développement de l'humanité, l'apparition de l'agriculture, de l'élevage et toute la suite à laquelle on a fait allusion ce matin. Eh bien, il faudrait, à ces deux époques, Pléistocène, Holocène, ajouter une troisième époque, hein, qui serait l'Anthropocène. Et pourquoi l'Anthropocène? Parce que c'est de là que vient la proposition. C'est que le poids aussi bien des actions humaines que de l'humanité elle-même sur la Terre est devenu tel que l'humanité, dans sa totalité, dans la totalité de ses effets, est à elle seule une force de niveau géologique, si je puis dire, une force qui est capable de modifier de façon irréversible ou pas, mais en tout cas de façon extrêmement importante, les grands cycles de la Terre. Donc, si vous voulez, dans la proposition d'Anthropocène, il y a deux éléments. Il y a l'idée que le système Terre, c'est pour ça que c'est tellement important que ça a été publié dans la revue de la société qui envisage la Terre comme un système, le système Terre est affecté dans ces grands cycles, et deuxièmement, cette modification est d'origine humaine et, comme on dit, anthropique. Donc, il y a deux aspects, mais l'effet de la dénomination anthropocène a pour conséquence que finalement, on ne retient le plus souvent qu'un seul aspect, c'est anthropique. Les hommes ont modifié, les hommes sont une force de niveau géologique. Alors, de ce point de vue-là, on peut dire que l'Anthropocène est une appellation anthropocentrique, et pour employer ce mot, je remonterai même au-deçà des deux sens que j'ai distingués jusque-là d'anthropocentrique ou anthropocentrisme, en m'appuyant sur Calicott, hein, moral ou métaphysique. Je dirais que c'est un anthropocentrisme beaucoup plus élémentaire, hein, qui trouve sa présentation dans la formule suivant laquelle l'homme est la mesure de toute chose. Et pour ça, je ne ferai pas référence à Protagoras, je ferai référence simplement au fait que les mesures de distance, de poids, sont généralement, traditionnellement, hein, empruntées au corps humain. Hein. On mesure en pieds, en pouces, en coudées, en foulées. Donc, le corps humain sert, depuis des temps dont nous n'avons plus la mémoire, simplement les traces dans le langage, hein, le corps humain sert de mesure à la Terre. Alors, comme entre le moment où on parlait de pieds, de pouces, etc., et maintenant l'ambition humaine a un peu cru, maintenant c'est l'ensemble de l'époque dans laquelle nous vivons que nous allons nommer, hein, anthropocentriquement
anthropocène. Alors, le résultat de cet anthropocentrisme, comme je disais, c'est que ce à quoi on fait attention, essentiellement, c'est à ce qui est humain, à ce qui est anthropique, dans les changements, dans la façon dont le système Terre, dans son ensemble, est affecté par les actions humaines. Alors ça se voit, si vous voulez, dans le fait que les promoteurs de l'appellation, Paul Crutzen, Eugène Sturmer, qui semble d'ailleurs avoir proposé le terme auparavant, les promoteurs de l'appellation, ils voulaient attirer l'attention sur les dangers que présentait cette nouvelle époque, que de ce point de vue-là, ça devrait plus conduire les humains à l'humilité qu'à l'arrogance. Mais on se rend compte très vite, et on se rend compte très vite même dans des présentations que font qui ont l'air neutres, ça revient comme l'homme est une force c'est la plus forte de toutes les forces. Il est venu à bout de la terre, il est venu à bout de la nature, et on voit ça. Alors, bon, c'est important parce que le rapport du GIEC qui vient de sortir en porte les traces, dans l'idée que finalement, on peut venir par la force de la technique humaine, on peut corriger ce que la technique humaine a fait, et c'est l'idée de géo-ingénierie, et en particulier de l'idée qu'on pourrait faire une manipulation globale du climat qui, par exemple, en projetant à l'atmosphère des particules de soufre, qui ferait baisser la température parce que les rayons du soleil ne passeraient plus. Alors, on peut montrer les effets secondaires extrêmement nocifs qu'aurait ce genre de manipulation, mais ça, le rapport du GIEC en est bien conscient, bien évidemment. Il ne propose pas ça. Mais on voit comment donc, quelque chose qui devrait attirer l'attention sur nos limites et sur les dangers que nous courons apparaît comme, au contraire, une exaltation de la puissance humaine. Ben voilà, l'homme est maître et possesseur de la nature, et maintenant il est, pouf, au niveau planétaire, il tient la planète. Mais ce qui, à mon avis, est encore plus inquiétant ou apprend encore plus de choses sur l'ambiguïté, enfin, ce à quoi mène l'anthropocentrisme de l'Anthropocène, c'est que même chez des auteurs qui sont critiques, qui ont un recul critique sur la situation dans laquelle le développement industriel, productiviste, ce qu'on appelait la phase d'accélération, place les humains et l'ensemble des vivants, je vais y revenir d'ailleurs, on trouve ça même chez des gens qui ne se font pas des imaginations sur la façon dont on va pouvoir corriger ça et remettre le climat là où il était. Un auteur comme Yuval Noah Harari, dont vous avez sans doute lu ou vu Homo sapiens, qui est paru il y a 2 ou 3 ans, enfin dans la traduction française, et Sapiens, pardon. Sapiens, une brève histoire de l'humanité, et dont on a récemment publié une nouvelle traduction, Homo Deus, une brève histoire de l'avenir. Bon, mais il montrait ça dans une interview donnée dans Le Monde, mais à égalité, en liaison, 2 dangers qui, pour lui, sont absolument conjoints. D'une part, ce dont je vous parle, les effets des conséquences des conséquences des actions de la maîtrise technique des humains sur leur environnement, mais il pose comme danger symétrique et inséparable
celui de l'intelligence artificielle. Donc nous serions mis en danger par nos développements techniques et les conséquences terrestres de développements techniques précédents. Or, il me semble qu'il y a là typiquement ce que Calicott désigne comme un anthropocentrisme métaphysique, c'est-à-dire faire de l'homme le pivot autour duquel tournent des dangers qui, finalement, ne l'atteignent que lui-même et qui sont à la fois les dangers qui viennent du rapport entre les humains et leurs objets techniques et ceux qui viennent du rapport des humains avec la nature. Or, c'est là, me semble-t-il, que la notion d'anthropocène est une notion profondément anthropocentrique. Alors, peut-on dire qu'elle est humaniste? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'anthropocène s'est exposée, la proposition de l'anthropocène s'est exposée aux critiques classiques antérieures de l'humanisme, en tout cas une première critique qui est la critique, je dirais rapidement marxiste, en prenant ça dans un sens très large, qui va dénoncer dans l'humanisme un mot du coup un peu mou, un peu vague, parce que derrière la prétention de parler de l'humanité en général ou dans son universalité, en fait, on désigne, ça a été dit à plusieurs reprises dans des interventions, des questions qui ont été posées, on désigne en fait une partie, la partie dominante de cette humanité, et que donc, bon, si tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, il vaut quand mieux être blanc, mâle, propriétaire, adulte et occidental pour vraiment jouir des droits de l'homme. Et bien, cette critique classique de l'humanisme, elle est faite à la dénomination anthropocène. Alors, elle est représentée en France par Bonneuil et Fressoz, en disant, mais pourquoi est-ce qu'on fait peser sur l'humanité entière le résultat d'un développement, alors que pas seulement technique, d'un développement technique, économique et social, qui est le fait d'une partie de l'Occident. Autrement dit, il ne faut pas parler d'anthropocène, il faut parler de capitalocène. Et de ce point de vue-là, on peut dire effectivement, si vous voulez, si on veut passer de l'anti-anthropocentrisme à l'anthropocentrisme dont parle Calicott en réintégrant les humains sur Terre et en les voyant comme des victimes, à ce moment-là, on prend immédiatement, enfin, on devrait se rendre compte de l'inégalité de ces victimes, les humains sont inégalement affectés par les conséquences du changement climatique, par exemple, et ceux qui sont le plus affectés sont les plus pauvres et les plus vulnérables, qui en même temps sont ceux qui ont le moins contribué aux problèmes qui les affectent. Donc de ce point de vue-là, critique de cet anthropocentrisme, alors est-ce qu'on va dire c'est un humanisme ou pas un humanisme, en tout cas qui en fait masque la division de l'humanité. Alors la deuxième critique qui se rajoute à ça, et celle qui prend en compte le fait que le changement climatique atteint la planète entière, et ce dont je n'ai pas parlé jusque-là, c'est qu'il y a des humains comme victimes, mais il n'y a pas que des humains comme victimes. Entre Gaïa, qui s'en tirera toujours, parce qu'il y aura toujours des bactéries, et les humains, il y a une masse de vivants, végétaux, animaux, et d'ensemble de vivants, parlons d'écosystèmes, qui sont affectés et qui sont finalement plus gravement affectés et qui ont beaucoup plus de mal à s'en tirer peut-être que les humains. Je rappelle qu'à côté du changement climatique, il y a l'érosion de la biodiversité, non seulement des disparitions d'espèces, mais de l'érosion, c'est-à-dire une diminution des populations, des différentes espèces dans les différents endroits du globe. Et c'est pour bien marquer que l'anthropocène n'atteint pas que les humains,
que Donna Haraway, qui est cette historienne des sciences, qui a fait toute une défense du cyborg, propose de... Alors, elle ne parle pas de Capitolocène, elle ne parle pas d'Anthropocène, elle parle de Chthulucène. Alors, j'aurais dû avoir un PowerPoint, au moins pour écrire Chthulucène sur le tableau. C'est écrit C-H-T-U-L-U, et puis le Cène qui désigne l'époque. Parce que quoi? Parce que d'une part, dans Chthulucène, il y a la racine chtone, comme dans chtonien du nom grec ancien qui désigne la terre. Donc c'est un peu une façon comme quand on dit Gaïa. Mais aussi parce que Chthulucène, dit-elle, c'est le nom en Amérique du Sud d'une petite araignée. Et que parler de Chthulucène, c'est rappeler que peut-être ça atteint toute la Terre, mais que il n'y a pas que les humains qui sont atteints. Alors, bon, je ne pense pas que Chthulucène sera vraiment accepté. Capitolocène a plus de chances d'être accepté. Mais dans le même esprit un peu que Donna Haraway, Bruno Latour, dans Face à Gaïa, puis dans le livre plus récent Où atterrir, distingue entre les humains et les terriens. Il présente la situation de notre époque comme une situation de guerre, de conflit, entre les humains et les terriens, donc désignant les humains comme ceux qui appartiennent à l'époque d'avant, ceux qui ne se rendent pas compte qu'on ne peut pas se présenter comme seul au monde, que nous ne sommes pas des humains, nous sommes des terriens. Alors, est-ce qu'il faut renoncer, est-ce qu'il faudrait parler d'un terrianisme plutôt que d'un humanisme? Je ne crois pas, parce que je crois que, si vous voulez, le risque, et c'est la même chose quand on dit humain et non humain, c'est que si on dit non, il ne faut plus parler d'humain, on va parler de terrien, en fait, en parlant de terrien, on parlera toujours d'humain. Et les Chthulucènes, les araignées et autres bêtes, on va les oublier. Et donc, c'est pourquoi, dans ma troisième et dernière partie, je proposerai de reprendre, donc, ce fut un titre d'un livre d'Augustin Berg, qui s'appelait « Être humain sur Terre ». Et je le garderai en le mettant au pluriel, parce que je crois que dans le livre de Berg, c'était au singulier, de nous prendre en compte comme humains, mais nous prendre en compte comme humains sur Terre, de poser que ce qui est important, c'est la relation des humains et de la Terre. Ce n'est pas de considérer les humains en faisant abstraction de tout le reste, comme on le fait à chaque fois, je dirais qu'on passe de l'anthropocentrisme moral à l'anthropocentrisme métaphysique. Alors, on pourrait rapprocher ça, d'ailleurs, l'expression que j'emprunte à Augustin Berg, ce qui nous importe, c'est comment être humain sur Terre. Et je retrouverai d'ailleurs, me semble-t-il, des remarques que faisait Guillaume Leblanc ce matin, quand il disait l'humain, c'est quelque chose qui n'est pas donné. C'est quelque chose. Qu'est-ce que c'est qu'être humain sur Terre? De la même façon que quand Hans Jonas donne comme maxime de son principe responsabilité, agis de façon à ce que les conséquences de ton action soient compatibles avec une vie authentiquement humaine sur Terre. Mais qu'est-ce que c'est qu'une vie authentiquement humaine sur Terre? Donc, se référer à l'humain et dans une vie terrestre, dans une vie qui prend la Terre au sérieux. Nous avons besoin, dit Calicotte, d'une éthique de la Terre anthropocentrique. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui constitue? Alors, je retrouverai aussi ce que disait Guillaume Leblanc en disant qu'il s'agit là
donc non d'un donné, non d'une description, hein, pas vraiment d'une prescription, plutôt effectivement d'une proposition ou de quelque chose qu'on peut essayer d'envisager. Alors j'en reprendrai trois caractéristiques. Bon, d'une part, qu'est-ce qui fait émerger qu'est-ce qui fait entrer les humains dans l'éthique écocentrique de Calicotte? C'est de les considérer comme vulnérables, à condition qu'on ne limite pas la vulnérabilité aux seuls humains, hein, et qu'on considère au contraire que la vulnérabilité est la condition même du vivant, hein, qui maintient, dont la vie peut être, et non seulement terminée par la mort, mais a toujours besoin d'être réparée d'une certaine façon, et ça, c'est une caractéristique commune du vivant. D'ajouter que de ce point de vue-là, bon, les humains sont vulnérables parce que vivants, mais qu'ils ont aussi le fait que, bon, je renverrai aux travaux de Jonas, d'apporter une vulnérabilité propre. Hein. Ils apportent une vulnérabilité supplémentaire, bon, toutes les allusions que j'ai faites au changement climatique ou à l'érosion de la biodiversité, et que, de ce fait, troisième caractéristique, il y a une responsabilité propre aux humains, responsabilité qui également a été rappelée à plusieurs reprises, et responsabilité, ça je ne rentrerai pas du tout là-dedans, mais responsabilité qui demanderait, et on le voit chez Jonas, qui demanderait une élaboration nouvelle du concept de responsabilité, non seulement comme un concept qui est prospectif et pas seulement rétrospectif, mais peut-être un concept de responsabilité qu'il faut dégager de son équivalence à la culpabilité. Mais disons que ce qui me paraît de ce point de vue-là important, c'est que une telle... Bon, je dirais que c'est quoi... Je vais expliquer ma réserve sur le terme d'humanisme. C'est quoi être humain sur Terre aujourd'hui? C'est ne pas placer de frontières tranchées entre les humains et le reste des vivants, entre les humains et les non-humains. C'est donc non seulement, si vous voulez, ne pas laisser effectivement le monopole de l'humanisme à une version dite prométhéenne, et qui va chercher dans une certaine lecture du mythe d'Épiméthée, de cette humanité qui n'a rien, puis finalement a plus que tous les autres, de ne pas laisser aux seuls humains la possession de quelque chose qu'ils auraient en propre, d'accepter la continuité. Et par rapport à ce qui s'est dit ce matin, je crois que le tort, je vais y revenir, le tort de faire passer une barrière entre les humains et le reste des vivants, c'est d'une part que le risque de division à l'intérieur de l'humanité, mais c'est aussi le fait de ne pas être conscient que de la façon dont les humains traitent des non-humains, ils vont aussi se mettre à traiter les humains. Et qu'à croire qu'il y a vraiment deux mondes complètement différents, le monde des relations entre les hommes et le monde des relations des hommes aux animaux, c'est oublier que de la façon dont on traite les animaux, on en vient toujours, à un moment ou à un autre, à traiter les hommes semblablement. Donc je dirais, alors, être humain sur Terre, est-ce qu'il faut... Je veux dire, ce qui me gêne dans le terme d'humanisme, bon, c'est ce qui a été rappelé, je crois, par Guillaume Leblanc ce matin, c'est que c'est un terme finalement récent et qui est employé rétrospectivement pour désigner des choses qui ne s'étaient pas pensées sous ce nom. Donc, il y a cet anachronisme possible. Il y a aussi le fait que parler d'humanisme, c'est substantivé, et c'est substantivé... on parle de l'humain, on passe de l'humain à l'humanisme, et c'est substantivé en plus dans une conception dominante de l'humanisme, où l'humanisme n'est jamais une essence, et c'est toujours
quelque chose à redéfinir. Donc, on est dans une sorte de démarche d'essentialisation que, par ailleurs, on va ensuite nier. Donc, ça me paraît une démarche mal entreprise, hein, celle qui s'accroche à... J'aime pas les ismes en général, mais j'aime pas beaucoup non plus celui de l'humanisme. Donc, je préférerais continuer à dire... s'interroger, parce que ce n'est pas un donné, là, bon, ce que ça peut être d'être humain sur Terre, eh bien, c'est de ne pas faire passer de frontières, de définitions ou d'actions entre les humains et les autres vivants. Et je crois que, bon, ce que je vais quand même terminer, j'arrive au bout, hein, je vais quand même terminer en appelant humanisme, bon, et lié à nos problèmes actuels, à des problèmes qui sont, je veux dire, ces problèmes d'environnement, il n'y a pas eu l'équivalent, hein, on est dans une situation nouvelle de ce point de vue-là, mais cette vision peut cependant s'enraciner se référer à une tradition dont il a été, bon, Arnaud dans sa présentation en a parlé, et le troisième, donc Jean-Jacques Rousseau et Lévi-Strauss. Hein, Jean-Jacques Rousseau qui disait dans une note du discours sur l'origine de l'inégalité, c'est le moment où on se pose des questions sur savoir si les orang-outans sont des humains ou sont des singes. Il dit admettons-les dans l'humanité, parce qu'à trop vouloir séparer l'humanité du reste, on va séparer l'humanité d'elle-même. Et Lévi-Strauss reprend ça dans le texte qu'il consacre à Rousseau, hein, Rousseau, fondateur des sciences de l'homme, mais j'ajouterai un troisième nom, qui est celui de Montaigne, où on trouve la même idée, hein, qu'il y a parfois plus de distance, hein, d'un homme à un autre homme que d'un homme à un animal. Donc l'idée d'une vision de continuité et non de rupture. Et liant donc Montaigne, Rousseau et Lévi-Strauss, j'ajouterais un autre élément qui est commun aux trois auteurs et dont peut-être il n'a pas été suffisamment question jusque-là, c'est que cet humanisme, donc, qui est un humanisme plus d'humanité, hein, des vertus d'humanité, non pas d'affirmation arrogante, alors dites-la virile ou pas, moi, ça m'importe assez peu, mais c'est un humanisme ouvert à l'humanité, à la compassion, est aussi sensible à la diversité, y compris à la diversité des cultures. Hein. Et bon, c'est aussi ce qui lie Montaigne et l'idée que la barbarie, elle est dans notre œil, à Rousseau et à l'idée du regard éloigné que Lévi-Strauss lui reprend pour nommer un de ses livres. Et donc, ça conduisait d'ailleurs Lévi-Strauss à poser qu'il y avait un humanisme de la diversité des cultures qui devait être l'héritier et le continuateur des autres humanismes. Donc, il me semble, je vous dis, à utiliser le terme d'humanisme avec les réserves que j'ai données, on peut penser qu'il est possible d'être humain sur Terre en faisant autant que possible société avec des non-humains. Voilà, merci.